De retour sur le plateau des Poitiers eSport Meeting, c'est la 3e édition et surtout c'est la fin. Et on va finaliser ceci en beauté, cette journée en beauté avec la conférence de fin sur la thématique du sport et de l'eSport. Et tout ça au lead, Nicolas Bézon, que j'ai interviewé tout à l'heure, vice-président de France eSport. Nicolas, tu es avec moi ? Oui, tout à fait. Donc Nicolas, écoute, dans ces cas-là, je te laisse la main, je te laisse en charge d'introduire les invités, les intervenants qui seront avec toi pour cette heure de débat, je le rappelle, sur la thématique du sport, de l'e-sport, et on se retrouve de suite après. OK ? Merci beaucoup. Bonne conférence à vous. Tout à l'heure, Fred. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ravi de clore cette conférence avec des intervenants de qualité sur cette thématique et particulièrement de l'intérêt grandissant, on va dire, sportif au sens large pour l'e-sport, puisque à l'heure actuelle où le CIO s'est positionné avec les Olympiques Virtual Series, les Terra Open et les panels qui hier annonçant la possibilité peut-être d'intégrer les fiscales Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Cette thématique aujourd'hui, elle fait sens, une vraie tendance aujourd'hui dans le sport. Et finalement, la question qui va animer pendant cette table ronde, c'est de savoir quels sont les potentiels développements finalement de ces collaborations entre le sport et l'e-sport. Et pour répondre finalement à cette question, avec moi ce soir, tout d'abord, Jean-Pierre Ciuta, président de la Fédération française de basketball. Salut Jean-Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour. Également avec moi Philippe Bana, président de la Fédération française de handball. Bonsoir Philippe. Salut Nico, salut les amis. Également, toujours de la Fédération française de handball, Loïc Bana, qui est responsable des stratégies qui sont centrées sur l'e-sport au sein de la fédération. Salut Loïc. Salut à tous, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Et pour terminer, non des moindres, Sébastien Vandamme, qui est le directeur des partenariats au sein de la LFP et également le responsable de tout le développement des projets e-sportifs au sein de la LFP. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre sollicitation et de prendre un peu de temps pour finalement venir nous raconter votre point de vue sur ces rapprochements et ces synergies entre le sport et l'e-sport. On est vraiment très gâtés de vous avoir avec nous. Et sans perdre plus de temps, finalement, j'ai tout de suite envie de vous poser une première question et elle va en tout cas s'adresser en priorité tout d'abord à Sébastien, puisque la Ligue de football professionnel a été certainement la première de vos 3 institutions à se positionner sur l'e-sport. Quelles sont les raisons, au moment où la LFP s'est positionnée sur l'e-sport, quelles ont été les raisons de cet intérêt et de ce positionnement justement ? Alors effectivement, on a lancé la première compétition en 2016. À l'époque, on y a vu surtout des opportunités. C'était un secteur qui était en plein développement, il l'est toujours, mais on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un petit frémissement, et on s'est dit, voilà, si quelque chose doit se faire dans l'e-foot, il faut que d'une manière ou d'une autre, la Ligue soit moteur de ce développement-là. On considérait que c'était une nouvelle pratique qu'il fallait qu'on puisse encadrer, qu'on puisse accompagner. On y a vu évidemment de l'intérêt pour la Ligue, pour son développement. On y a vu de l'intérêt pour les clubs et pour les joueurs. Et tout ça mis bout à bout, on a considéré qu'effectivement, il y avait peut-être une opportunité, quelque chose à aller saisir en se lançant là-dedans il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Je te remercie. Est-ce que Philippe, au niveau de la Fédération française de handball, c'est des propos qui font écho un petit peu à ce que vous avez vécu au sein de la fédération ? Pourquoi aujourd'hui vous intéressez à l'e-sport ? Aujourd'hui, nous, on a pris conscience dans le nouveau projet politique qui était le nôtre en 2020, dans une année difficile, que les sports devaient parler à plus largement à la jeunesse, plus différemment, que la diversification était nécessaire, que si on continuait à vendre de la compétition indéfiniment dans le futur, peut-être qu'on allait disparaître un jour ou l'autre et qu'il nous fallait élargir nos activités, parler plus à une jeunesse qui avait des attentes complètement différentes. Donc, on a commencé avec Loïc à travailler à partir de septembre, de déterminer une stratégie. On a été aiguillonné par des clubs pro qui faisaient signer des contrats pro de e-sportifs en même temps que des contrats pro de handballeurs. On a été dans l'idée de la diversification, du rapprochement des communautés,
les gens croient qu'ils vont gagner de l'argent, ce n'était pas notre idée. Notre idée, c'était comment on peut se rapprocher d'acteurs, mieux parler à jeunesse actuelle, diversifier nos activités. Donc, c'était un petit peu ça la stratégie qui a été déclinée dans le projet politique et qui aujourd'hui fait l'objet d'un plan d'action. Encore une fois, pas pour gagner de l'argent à court terme ou faire que du gaming à court terme, mais se rapprocher d'une communauté de e-sportifs qui a des attentes. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de réciproquement? C'est ce qu'on a essayé de prouver ensemble dans les 6 mois qui viennent de se passer. Je te remercie. Donc, j'entends bien diversification finalement des services que vous pouvez proposer en tant que fédération, bien évidemment. On y reviendra, mais avec la maison du handball, qui est un lieu qui aujourd'hui potentiellement peut accueillir énormément d'activités. Et puis aller sur la jeunesse. Jean-Pierre, je me tourne vers toi. Moi, je suis basketteur, les gens le savent. Moi, je suis énormément tout ce que fait la fédération de basket et notamment, je sais que vous avez initié une démarche qui est assez globale avec la fédération autour du club 2.0 et ainsi de suite. L'e-sport est venu s'intégrer petit à petit dans ces réflexions-là. Est-ce que pour toi aussi, cette question d'aller diversifier les services, d'aller toucher potentiellement une partie de la population plus jeune, avec une démographie plus jeune, ou qui ne s'intéresse pas encore au basket dit traditionnel, ce que j'appelle traditionnel le 5-5, qu'est-ce qu'il en est pour toi ? Ouais, Nicolas, déjà, je suis déçu, tu parles du club 2.0, on est au club 3.0. 3.0, voilà, vache. Donc, ça craint un peu, là. C'est un deuxième excuse. Non, te dire deux choses. La première, Nicolas, on s'était rencontré au comité olympique à l'époque, dans le cas de France e-sport, et j'avais tout à fait intégré que vous aviez les mêmes problématiques dans l'e-sport que nous, on a connu dans le sport avec le fait de créer une animation territoriale structurée, le fait d'aller demain sur des filières vers l'excellence, etc. J'espère qu'on en reparlera, mais c'est des choses qui sont très intéressantes. Et en même temps, quelques jours après, je me suis aperçu que, on va discuter sur le terrain avec quelques clubs et des comités départementaux, on s'aperçoit qu'il y a une frange de gosses qui ne viennent plus, 11, 12 ans, 13 ans, ils ne viennent plus sur les forums d'associations de début de saison, voilà, pour faire du sport. Et quand on les questionne, ces jeunes, tout simplement, ils pratiquent de l'e-sport. Et ils se contentent globalement de pratiquer l'e-sport. Et on s'est dit, ce serait quand même bien de proposer un double projet sur le plan territorial, d'avoir des clubs qui puissent demain proposer du sport et de l'e-sport. Ça peut peut-être rassurer les familles, si on doit les rassurer quelque part, mais aussi peut-être de proposer aux collectivités locales un projet qui peut être intéressant. Donc ça m'a interpellé. Et puis après, on s'est lancé effectivement sur un projet où, comme a dit Philippe, on est vraiment catalogué comme des usines à compétition. Nous. Il faut qu'on en sorte de ça. Et on a eu ce travail, on a la chance, nous, d'avoir une deuxième discipline olympique qui nous a permis, le 3 contre 3, d'évoquer le sujet différemment et se dire demain, il faut que nos clubs soient des vrais lieux territoriaux dans lesquels on pratique de la compétition parce que c'est notre ADN, mais aussi on propose du vivre ensemble sur des secteurs différents, sur la santé, sur le handicap, sur le monde de l'entreprise, mais aussi sur l'e-sport. C'est là où on introduit l'e-sport. Donc on va l'introduire sur 2 points. Le premier point, d'aller chercher à créer une animation structurée. Tu le sais, on a créé ensemble cette ligue de basket pour pouvoir communiquer dans cette période de l'e-sport et de Covid, et on va continuer. Et le deuxième point, dans l'événementiel, associer l'événementiel traditionnel de basket, le 3-3 peut convenir, avec aussi l'événementiel de l'e-sport. Donc on est dans cette démarche. On ne sait pas où on va aller, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on veut y aller. Voilà. Je vois très bien, je te remercie énormément. Donc effectivement, hein, on voit qu'il y a des problématiques que vous rencontrez au niveau sportif qui sont assez similaires entre le handball, le football ou finalement le basket. Et notamment, j'ai l'impression, c'est que vous passez d'une volonté de ne plus simplement adresser des compétiteurs, mais d'adresser des pratiquants au sens large, c'est-à-dire des gens qui font de l'activité physique et sportive au sens large, et que ce soit du foot de rue, du handball à la plage ou du basket dans la rue, et finalement aussi ces gens-là qui pratiquent le jeu vidéo. Je me tourne vers toi, Loïc, maintenant qu'on a compris un petit peu quelles avaient été vos problématiques. Au sein de la Fédération française de handball, je pense que parmi les 3 institutions, c'est peut-être celle dont je pense nos viewers sont peut-être les moins au courant de ce qui se fait. Et j'aimerais bien que Loïc, tu puisses nous présenter un petit peu finalement les initiatives que vous avez déjà menées et les produits finalement que vous êtes en train de développer au sein de la fédération.
Bien sûr, alors on a commencé assez rapidement avec la volonté d'accueillir de l'événementiel et du physique. C'est ce qu'on a fait notamment du fait de la création de la Maison du Hand en 2018. On a cette capacité d'accueillir des compétitions avec énormément de personnes. C'est ce qu'on allait faire en se tournant vers la communauté que je connaissais le mieux, histoire de commencer avec des bases qu'on connaît déjà, donc la communauté des jeux de combat. On s'est tourné vers la scène Smash Bros notamment. On a accueilli le Wanted fin octobre dernier, qui a été retransmis chez Solari. Donc on a tout de suite eu cette volonté de s'approcher d'acteurs déjà existants, puisque on connaît nos corps de métier qui sont, comme on l'a pu le dire, notamment pendant les interviews avant ce tour de table, on a la formation et l'événementiel qui sont deux choses que l'on maîtrise et qu'on peut apporter, à mon sens, à la scène e-sport de manière générale. Actuellement, on a un autre tournoi qui est prévu, toujours sur le même jeu, toujours avec le même fonctionnement derrière, pour le 20 juin. Donc cette volonté, elle est de faire de la Maison du Hand un lieu d'accueil événementiel e-sport, puisque ça permet, on va dire, de nous accueillir l'e-sport comme on le voulait, développer notre marque et en même temps apporter une réelle plus-value à une scène qui cherchait de meilleurs locaux. À côté de ça, il y a effectivement l'aspect formation sur lequel on travaille qui est relativement plus complexe, étant donné qu'il y a énormément d'acteurs en jeu et énormément de codes qui sont déjà en place à travers desquels il faut travailler. Il y a énormément d'acteurs qui sont déjà présents sur le milieu avec lequel on essaie de travailler, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails du projet, mais l'idée qu'il y a derrière, c'était ça, c'était le côté, on connaît nos corps de métier, de quoi l'e-sport a-t-il besoin, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, sachant que nous, ce qu'on veut, c'est ce côté faire évoluer la marque handball, et comme tu l'as dit, actuellement, on est peut-être la fédération dont les initiatives sont encore les moins perçues, c'est normal, on a commencé il y a moins d'1 an. L'objectif à long terme, c'est de faire évoluer cette vision, notamment en passant par des acteurs qui sont déjà existants et en entre guillemets, ne volant le travail de personne. On sait nos forces à nous et on sait comment compléter celles des autres. C'est hyper intéressant. Je dois admettre, là je prends un parti pris, mais c'est que se positionner sur de l'événementiel pour faire animer un lieu qui est la Maison du Handball sur des communautés de jeux de combat qui se jouent beaucoup en présentiel, qui attirent en plus la scène Smash Bros, qui est certainement celle qui attire le plus de joueurs lors des compétitions. Je pense que c'est stratégiquement hyper intéressant parce que c'est vraiment, vu en plus l'espace que vous avez, si les gens ne connaissent pas la Maison du Handball, c'est un magnifique amphithéâtre, c'est 2 gymnases fantastiques. C'est vraiment des super beaux lieux et avoir l'occasion de pouvoir jouer à Smash dans ces espaces-là, c'est vraiment à mon avis une expérience pour les e-sportifs et les e-sportifs qui nous écoutent vraiment, vraiment incroyable. Je reviens vers toi, Sébastien, justement. Là, donc, on voit une stratégie événementielle. Je sais que finalement, les produits que vous avez développés au sein de la LFP depuis 2016 ont forcément beaucoup évolué parce que finalement, déjà, l'e-sport évolue énormément et puis vous, vos attentes et vos objectifs ont certainement aussi évolué. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quel a été le grand changement cette année au niveau notamment de la e-Ligue 1 ? Effectivement, alors pendant 4 ans, on avait une compétition qu'on avait créée de toutes pièces qui mélangeait les amateurs purs et les meilleurs joueurs de FIFA. Et la promesse, c'était représente ton club de cœur et deviens champion de France. On s'est rendu compte aussi, avec l'évolution de la scène, sa professionnalisation, que mélanger dans des compétitions des joueurs amateurs et des joueurs professionnels avait plus forcément de sens. Et donc, après avoir beaucoup écouté les joueurs, écouté la scène, cherché à comprendre un peu aussi leurs attentes, on s'est rendu compte que le format devait évoluer et on a pensé à un nouveau format avec 3 compétitions. On garde cette pratique amateur avec des tournois par club. Vous choisissez un club de cœur, vous vous inscrivez au tournoi de ce club et vous avez la possibilité de gagner des maillots dédicacés, des rencontres avec des joueurs. Tout ça, ça nous permet de créer de la proximité entre les joueurs et les clubs, de les attirer dans les stades. Le lien est vraiment évident. Ensuite, on a considéré qu'en 4 ans, l'e-Ligue 1 avait permis de révéler certains joueurs et qu'on avait un rôle aussi un peu de dénicheur de talent, d'identifier les pépites de demain. Et donc, on a vocation à créer un tournoi un peu draft, un peu événementiel, qui ferait s'affronter les meilleurs amateurs et les meilleurs pros, justement pour faire émerger ces pépites. Et l'e-Ligue 1, du coup, le format a beaucoup changé puisque cette année, les 20 clubs participent. Ils ont chacun 2 joueurs sous contrat, un Xbox, un PS4. Ils s'affrontent sous forme de championnat. On a les demi-finales qui se jouent ce soir. Et ensuite, il y a un club vainqueur qui sera champion de France de l'e-Ligue 1. Donc voilà, vraiment cette idée de fractionner un peu plus les publics et un peu les pratiques. Parce que l'e-Ligue 1 Open, donc le tournoi amateur, se joue en mode classique. Là où l'e-Ligue 1 se joue en mode FUT.
Et aujourd'hui, des joueurs FUT et des joueurs classiques, ils ne peuvent plus jouer ensemble. Le niveau a trop évolué. Donc voilà un peu les grands changements qu'on a essayé de mettre en place. Pour nous, c'était au bout d'un cycle de 4 ans, vraiment repenser cette dynamique et essayer de répondre à la demande des joueurs aussi. C'est important. Complètement, et puis ça donne beaucoup plus de lisibilité avec un parcours qui est beaucoup plus clair pour le joueur de finalement reproduire un peu ce format pyramidal où on part finalement de la base pour évoluer vers l'élite petit à petit. Donc ça structure aussi finalement toute la scène FIFA au sein de la LFP, quoi. Jean-Pierre, même question d'une certaine manière. Vous, au sein de la fédération, vous avez développé depuis cette année un nouveau produit. Tu l'as évoqué, cette Hoops League. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement entre autres, je vais te poser la question, même si je vais la poser ensuite aux autres, mais pourquoi particulièrement ce jeu-là et quelle est la volonté qu'il y a derrière en se positionnant sur ce produit-là que vous êtes en train de développer, enfin que vous avez développé cette année? Bon, pour faire simple, on a eu beaucoup de sollicitations de terrain dès le début du confinement de mettre en place une animation au travers de NBA 2K. Ça a été la grande demande du terrain. Donc, on a laissé filer les premiers mois. Et puis ensuite, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'organiser quelque chose sur le plan national? Et Nico, tu le sais, parce que tu as fait partie du tour de table, on a recherché donc à créer cette compétition au travers de 2K. 2K, donc c'est avec la NBA, a souhaité qu'il y ait un passage obligé au travers de la Fédération internationale. Bon, ça n'a pas été si simple que ça pour faire court. Et on n'a pas eu l'autorisation de faire ce projet ambitieux qu'on avait mis en place. Très sincèrement, je pense que ça leur faisait peut-être un petit peu peur. Donc, on avait une autre alternative avec ce deuxième jeu, donc le Rocket Hoops League. Et quelque part, on s'est dit, nous avons, nous, la chance d'avoir, avec NBA 2K, un sport qui correspond au basket. On le connaît très bien. Et on peut imaginer, parce qu'on a une deuxième discipline maintenant olympique à L3-3, que le Rocket Hoops League puisse correspondre au 3-3. Et donc, on s'est lancé là-dessus, on a créé cette ligue et globalement, on l'a fait vivre cette année. Ça a été un moyen aussi de remercier nos partenaires de toujours, parce qu'il fallait quand même trouver une solution pour pour respecter nos engagements, ça c'était important. Et puis deuxième point, c'est comme tu l'as dit, c'est s'adresser à une communauté différente. Je dirais, on a des gens qui jouent, on a même des joueurs de l'équipe de France qui sont des fous furieux d'e-sport, on le sait, mais globalement, on s'adresse à une population différente, voilà, avec quelque part aussi un caractère d'innovation. Donc on va poursuivre bien évidemment là-dessus. Et deuxième point, on espère pouvoir intégrer 2K aussi avec nous pour qu'on puisse avoir deux alternatives et peut-être deux communautés différentes, tout simplement. Voilà. C'est hyper intéressant parce que tu évoques finalement des obstacles, quoi. Et le rôle de l'éditeur, tu l'évoques comme un obstacle, et notamment le choix du jeu, qui est finalement forcément très différent de ce qu'on connaît dans le sport, à savoir une propriété intellectuelle qui appartient à un éditeur, il y a un ayant droit. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et qui, là, tu l'as très bien exprimé, a constitué un obstacle pour la Fédé de basket sur sa première stratégie qui était voulue. Philippe, Loïc, je me tourne vers vous sur le handball. Justement, vous, quels sont les obstacles que vous avez identifiés et la question, alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, pas forcément la question de l'éditeur, hein, vraiment vous pouvez évoquer plein de choses derrière ces obstacles. Et je rajoute une deuxième question. Comment vous faites pour choisir finalement le jeu? Là, vous vous êtes positionné avec la Wanted, enfin les événements de la Wanted de NTK chez Solari, donc sur la scène Smash. Il y a un jeu de hand. Je sais que la ligue de handball professionnelle, c'est elle un petit peu positionnée, a fait des premières initiatives. Est-ce que c'est quelque chose que j'imagine vous avez regardé, mais qui vous donne envie, ou au contraire vous avez envie de développer d'autres choses? Donc obstacle et le choix du jeu, quoi. Pour démarrer, mais c'est Loïc qui nous a amené à cette réflexion stratégique. On avait la solution du gaming qu'on avait déjà évoquée, on avait cette capacité de rapprochement des communautés au travers de notre jeu, mais Loïc nous a vite dit, ok, travaillons sur le gaming, mais attention, c'est quelque chose qui a des limites, c'est quelque chose où, ok, pendant la préparation olympique, les joueurs de l'équipe de France vont travailler sur ce fameux jeu et vont faire quelques petites compétitions, mais il nous a amené à un parti pris qui était de dire, travaillons avec les jeux de e-sport forts, existants, et les communautés existantes, notre travail sera plus large et on ne se tamponnera pas aux éditeurs et aux autres acteurs. Donc, c'est plutôt cette stratégie un peu où on a l'impression d'avoir gagné du temps,
à la fois en utilisant des jeux existants pour ce que je qualifierais d'animation, et en même temps en se tournant délibérément vers des scènes qui sont, Loïc, des scènes un peu plus larges. Loïc, tu veux compléter, hein, vas-y. Oui, c'est ça, globalement, dans l'idée, en fait, étant donné qu'on a, à la différence justement de la fédé de basket ou de la fédé de foot, évidemment, pas de jeux de hand qui sont présents depuis plusieurs années. Handball 2021 est un jeu qui est sorti, on n'avait pas de précédent depuis, je crois, plus de 5 ou 6 ans. Donc nécessairement, la communauté n'existe pas, le système de tournoi n'existe pas. Donc le fait, si on avait voulu pousser ce jeu, je pense que c'est très bien de le faire comme a pu le faire la Ligue en tant que jeu loisir, en tant que publicité, on va dire, pour la pratique du hand au sein de ces clubs, pour des personnes qui sont déjà intéressées par le handball, ça peut être très intéressant. Le pousser comme une scène e-sport, comme si la scène existait déjà, à mon sens, c'est vendre du mensonge aux gens, puisqu'on n'a pas de scène existante dessus. Donc c'est pour ça que notre volonté, elle a été, allons vers des jeux qui sont déjà existants, où il y a déjà des acteurs qui ont mis des choses en place et auxquels on peut ajouter quelque chose, à contrario de vouloir forcer quelque part la scène sur un jeu de hand. C'est donc ça la première difficulté qu'on a, c'est qu'on a j'imagine, plus grande difficulté par rapport à d'autres fédérations à mettre en avant la pratique du hand à travers nos initiatives e-sport pour le moment. À voir comment on développera ça à l'avenir, mais c'est sans doute la plus grosse difficulté qu'on a pour l'instant. Je te remercie. De ton côté, Sébastien, la question des difficultés, vous, depuis maintenant 5 ans que vous êtes dans le milieu, j'imagine que vous en avez identifié énormément. Et je rajoute une question aussi autour du jeu. Pourquoi plutôt FIFA que PES? Et j'irai même plus loin, pourquoi une simulation plutôt que de l'arcade? Et je pense notamment, bien évidemment, en Rocket League. Je suis sûr que c'est une question que vous vous êtes forcément posée au sein de la Ligue, quoi. On s'est effectivement posé la question des jeux, hein, comme tout le monde, on s'est demandé ce qui avait du sens ou pas. Après, on a eu entre FIFA et PES une réflexion très basique de pénétration du jeu. Dans l'optique qu'on avait d'avoir le plus de joueurs possible, il était cohérent d'aller sur FIFA qui a plus de 90% de part de marché au moins au moment où on a commencé. Donc ce choix-là a été assez évident à faire. Ensuite, on s'est beaucoup interrogé, on continue de s'interroger régulièrement sur des nouveaux jeux, des nouvelles pratiques. Tu parles de Rocket League, mais on pourrait parler de Football Manager, on pourrait parler, voire même de League of Legends ou d'autres jeux. Hein, mais on a envie de faire les choses progressivement. On a considéré qu'on avait fait 4 ans de Ligue 1, qu'on pouvait encore continuer à développer des choses sur la partie simulation classique. Et du coup, c'est vrai pour l'instant, on concentre nos efforts sur ce jeu-là, mais les choses pourraient évoluer et la scène évoluant très vite, c'est difficile de dire aussi qu'est-ce que sera la compétition dans 2 ans. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir depuis le début le soutien de l'éditeur, puisque d'ailleurs il nous fallait son autorisation et son agrément pour organiser cette compétition-là, et ils ont très vite compris l'intérêt eux aussi qu'ils avaient à nous accompagner dans le développement de cette pratique et cette compétition en France. Donc c'est vrai qu'on a eu de ce côté-là peu de contraintes ou moins de contraintes que ce qu'on aurait pu avoir dans un autre schéma. Finalement, ce qu'on voit, hein, c'est que vous avez des contraintes et des obstacles qui sont différents sur les 3 institutions, qui vous obligent à développer des stratégies qui, au final, sont toutes les 3 assez différentes, quoi, entre des stratégies événementielles, des stratégies sur des jeux qui font le lien avec des nouvelles pratiques olympiques comme le 3-3 du basket et qui vont toucher de nouvelles cibles, ou au sein du football, un soutien indéfectible pour l'instant de l'éditeur et finalement quelque chose de bien établi. Mais on voit bien à quel point finalement les relations entre autres avec l'éditeur, elles sont prépondérantes dans vos stratégies. C'est quelque chose qui émerge, hein. Jean-Pierre, tu l'as bien souligné, et puis tu viens de le redire, Sébastien. Justement, à ce titre-là, j'ai envie de vous poser la question, parce que comme là, parmi les viewers, c'est quand même beaucoup de gens de l'e-sport et des acteurs économiques de l'e-sport qui fournissent des services, qui sont certainement en train de nous écouter. C'est aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le secteur e-sportif et quels sont vos besoins? Je m'explique un petit peu. J'imagine, alors je vois très bien qu'au sein de la Fédé de handball, Loïc, tu as l'air d'être assez calé sur la question de l'e-sport, et ça fait que tu as une ressource en interne qui est fondamentalement extrêmement importante, mais tu l'as évoqué, vous communiquez, enfin vous échangez avec d'autres acteurs du secteur. Jean-Pierre, on a souvent discuté ensemble, donc je sais à quel point tu es allé chercher des informations à droite et à gauche. À la Ligue, je sais aussi qui sont les personnes qui vous accompagnent. Quelles sont ces relations que vous avez avec ces différents acteurs et en quoi est-ce qu'ils sont essentiels pour vous? Je vais commencer peut-être justement avec Jean-Pierre. Toi, à quel point ces relations elles sont importantes avec le secteur e-sportif dans le développement de vos produits?
Bon, il y a les jeux, donc les éditeurs. Moi, je rêve, ce qu'a dit le collègue. J'aimerais que NBA et 2K aient envie ensemble de faire progresser le dossier, hein. J'espère que ça viendra un jour. Voilà. Le premier point, c'est effectivement les éditeurs. Le deuxième point, c'est trouver des endroits où on peut mieux connaître le milieu, l'écosystème. Bon, j'avais été, moi, sur Cannes il y a 2 ans. eSport Bar est revenu nous voir il n'y a pas très très longtemps. On regarde comment on peut travailler ensemble, etc. Parce que je pense que c'est incontournable qu'on comprenne un peu je dirais, l'écosystème autour de ça. Bon, on n'est pas là, nous, pour chercher à absorber, on est là pour grandir avec. C'est ça l'idée. Parce que à la base, nos pratiquants de sport peuvent être intéressés par l'e-sport et vice-versa. Et comment on peut être intelligent ensemble. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup le monde des collectivités locales. C'est une grande force à nous tous, les fédérations, c'est qu'on est en lien direct avec les collectivités locales. Ils veulent s'approprier le phénomène de l'e-sport sans vraiment le connaître. Bon, même si au fil du temps, je dirais, ils arrivent à se l'approprier, il faut pas il faut qu'on fasse gagner et du temps et de l'argent à tout le monde. Et ça, je pense que ça soit le monde de l'e-sport qui a besoin quand même de se structurer. Il n'y a pas de fédération, il y a l'association France e-sport avec cette volonté à un moment donné d'essayer de régulariser tout ça, ou de réguler plus que de régulariser. C'est pas si simple que ça. Bon, nous, on a quand même des années d'avance par rapport à ça, donc on peut ensemble grandir. Voilà, on peut ensemble bien faire les choses. Et pour ça, il faut qu'on trouve les bons interlocuteurs. France e-sport en fait partie. Il y a des gens spécialisés aussi sur ces rendez-vous périodiques qui sont intéressants. Et puis après, c'est le partage qu'on peut avoir avec les collègues, tout simplement, du sport, pour voir comment ils se l'approprient. Il y a des équipes professionnelles qui se mettent en place sur. Bon, il y a de plus en plus de savoir-faire et de plus en plus d'énergie et d'expertise dedans. Bon, on est au balbutiement de quelque chose, on a bien conscience. Et il faut qu'on avance ensemble parce que tout ça, on rend service à notre collectivité, à nos gamins, à nos familles, nos collectivités locales, etc. Donc il faut qu'on soit intelligents ensemble. Je te remercie. Philippe, tout à l'heure, tu évoquais justement le fait que dans le milieu du hand, il y avait des acteurs. Alors, on va en citer quelques-uns. Il y a le club de Célesta qui a été l'un des premiers à se positionner sur l'e-sport. Et puis, il y a aussi des sportifs de renom, hein, bien évidemment, les frères Karabatic notamment, qui ont en tout cas des affinités avec l'e-sport. Est-ce que c'est des acteurs auprès desquels finalement vous allez chercher des informations? Et puis, en dehors de ces acteurs qui sont proches de vous, parce que c'est le même ADN et c'est des gens avec qui vous travaillez régulièrement, quels sont les autres acteurs que vous allez voir dans le secteur e-sportif cette fois-ci pour vous acculturer d'une certaine manière? On a cette relation, comme tu l'as très bien dit, Nicolas, avec nos têtes de gondole de l'e-sport, qui peuvent être Nicolas Karabatic, d'autres acteurs. On a surtout essayé de développer un réseau des gens de cette communauté pour qu'on comprenne bien et qu'on soit inséré dans un réseau collaboratif. On a travaillé avec un club professionnel qui avait déjà sa section e-sport qui était de chez nous, qui avait des contrats pro, qui voulait animer sa communauté, qui voulait créer de l'animation autour de ses matchs, qui voulait faire des choses pour élargir ses clients. On a travaillé avec des acteurs du marché, Easy Dream, d'autres acteurs qui étaient là aussi pour faire de la compétition, être en modèle économique autour de l'e-sport. On a travaillé avec France e-sport, bien sûr, c'était très naturel et logique, mais on s'est aussi rapproché des équipes, de Vitality, des marques, de MCES, pour essayer de comprendre la logique, et ça c'est Loïc qui nous a amené à cette stratégie, à cette tactique un peu plus rapide parce qu'on était en retard. Pour comprendre, le directeur de performance de Vitality, c'est Bruno Martini, qui est un ancien champion du monde, qui était le manager du PSG. Donc, on a essayé de connecter un petit peu les mondes pour bien les comprendre. C'est ce que nous a dit Loïc. Perdez pas de temps à faire des choses. Mettons-nous en réseau avec un vrai travail collaboratif, les acteurs principaux. On a par exemple des idées un peu dingues, comme être capable à 6 mois, Loïc est dessus, et c'est un gros travail avec le département formation, de créer un diplôme d'État APT et e-sport, qui serait pas une première parce qu'elle existe déjà en PACA, Loïc a fait cette recherche, mais fabriquer aussi des diplômes et être capable, c'est ce que Loïc nous a dit, travailler dans ce que vous savez faire. Vous êtes des bons en formation, vous êtes des bons en haut niveau, fabriquer ça. Donc, rapprocher nos clubs pro, nos coachs,
nos diététiciens, nos préparateurs psycho d'équipe pro, c'est peut-être quelque chose qui a du sens aussi. On a un savoir-faire, on peut être utile. Voilà. A contrario, nous, on a besoin de voir des gens, de la fréquentation. Loïc, il organise un truc à 300 personnes le fin juin, un truc à 500 personnes au mois d'août à la Maison du Monde. Voilà. On a essayé de s'installer dans un réseau existant. Bien sûr, nous, les éditeurs, on est à l'écart de ça parce que c'est pas notre. Malgré les bons débuts de ce qu'on fait avec le handball, on en a une vision assez, comment dire, calme et sereine, plutôt être vers les acteurs traditionnels de l'e-sport. Loïc, tu veux réagir à ça? Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, globalement, la liste est bonne, effectivement, étant donné qu'on avait déjà Isidri, qui était déjà affilié donc, au club de handball de Aix, le PAUC, nécessairement, on a ce premier acteur qui est évident à aller voir. Moi, mon job derrière, ça a été d'agrémenter ce réseau pour que, d'abord, la Fédé soit reconnue par énormément d'acteurs, qu'on sache qu'il y a des initiatives e-sport qui se passent à la Fédé. Et à côté de ça, également, qu'on ait sous la main, pour chacun des projets qu'on lance, des personnes qui sont capables d'apporter leur savoir-faire et qui sont intéressées par le projet. MCES notamment est responsable de la formation du BPAPT e-sport qui est déjà présent en Cross-PACA. Nécessairement, quand nous, on essaye de notre côté de créer un projet similaire, on va se rapprocher d'MCES parce qu'on les connaît déjà et parce qu'on sait qu'ils ont le savoir-faire que l'on recherche. Nous, on a une capacité de formation, mais qui n'est pas nécessairement la capacité de formation qu'il faut pour l'intégralité d'une partie e-sport d'un diplôme, parce que ce n'est pas notre centre de formation, et que quand on parle de formation, on parle de l'avenir de certaines personnes, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère, c'est quelque chose où il faut des gens qui soient déjà compétents sur le sujet. C'est là qu'MCES rentre en jeu, mais là c'est un exemple parmi tant d'autres acteurs de l'e-sport qu'on essaye de regrouper, et je pense que c'est très clairement un milieu où il faut énormément de réseaux, puisque c'est énormément d'acteurs qui ont chacun leur capacité, et quand on veut faire des projets éclectique, on va dire, il faut énormément d'acteurs qui apportent chacun leur pièce à l'édifice. Ça fait écho à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure sur cette question de ce que vous êtes capable d'apporter en tant que mouvement sportif au monde de l'e-sport et notamment cette question de l'excellence sportive, j'ai envie de dire, qui est quand même l'ADN même aujourd'hui des fédérations. Et à travers cette formation ou plein d'autres projets, effectivement, c'est ça qui devient extrêmement intéressant. Sébastien, vous, au niveau de la Ligue, comment ça s'est passé et comment ça se passe encore aujourd'hui avec les acteurs de l'e-sport? On travaille avec eux parce que comme l'ont dit mes collègues, on n'a pas forcément les compétences en interne, on n'a pas forcément le temps. Notre mission numéro 1, nous, elle n'est pas de faire des compétitions e-sport, elle est d'organiser les 380 matchs de Ligue 1, les 380 matchs de Ligue 2 et de faire que tout se passe bien. Donc c'est vrai que nous, Ligue 1 à l'époque, a aussi vu le jour parce que il y avait l'agence Uniteam derrière qui nous a accompagnés, qui a fait de la pédagogie déjà auprès de nous, parce qu'il fallait déjà nous éduquer, nous faire comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants. Derrière, il a fallu qu'on fasse cette même pédagogie auprès du conseil d'administration, auprès des clubs. Donc c'est vrai qu'on a aussi cette démarche d'aller chercher, d'aller comprendre l'écosystème, d'aller s'entourer de gens qui connaissent leur métier. On a lancé une chaîne Twitch il y a 2 mois aujourd'hui. Voilà, on a été chercher une boîte de prod qui était spécialisée dans le domaine. On essaye de s'entourer de gens pour gagner du temps, qui ont les connaissances. Le nouveau format de la compétition, évidemment, on l'a échangé avant de le valider avec les équipes. On parlait de Vitality, on parlait des MCES, on parlait de ces gens-là. Évidemment qu'on est obligé de travailler avec eux parce qu'ils ont la connaissance, ils ont l'implantation, ils ont aussi le contact avec tous ces gens vers lesquels on veut aller. On parlait tout à l'heure de s'ouvrir à un nouveau public. Finalement, eux sont en contact avec ce nouveau public. Donc, ils ont la connaissance des attentes de ce nouveau public et ils peuvent nous apporter énormément. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, c'est même une nécessité de s'entourer de gens qui connaissent, de s'entourer d'acteurs qui maîtrisent les codes, parce que c'est des codes qui sont complètement différents de ceux d'une ligue ou d'une fédération. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais nous, on n'a pas du tout la même communication auprès des gens qui nous suivent sur la partie sport versus les gens qui suivent les comptes de nos compétitions. Parce qu'on ne peut pas non plus se permettre d'avoir le même discours. Donc, cette dualité, il faut être capable de la gérer et il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de la gérer et qui soient capables de nous aider à l'intégrer aussi. Donc effectivement, on a besoin de tout cet écosystème. Et puis en plus, cet écosystème, il permet à tout le monde de grandir, il permet à tout le monde d'accélérer un développement et de gagner en maturité assez rapidement. Donc, ce qui ressort finalement de vos témoignages, c'est cette nécessité de créer constamment des liens pour asseoir d'une certaine manière votre légitimité, mais surtout votre connaissance petit à petit pour l'augmenter. Et puis, comme tu l'as très bien dit, ces codes qui sont potentiellement spécifiques
au milieu de l'e-sport qui sont différents de ceux de vos pratiques sportives que vous encadrez. Tu as évoqué votre accompagnement par Uniteam. Je sais qu'à la Fédé de basket, c'est Freaks for You Gaming qui vous accompagne et qui opère sur la Rocket League, la Rocket Hoops League. J'ai une question. On a évoqué donc beaucoup d'institutions sportives au sens large qui investissaient l'e-sport. Il y a eu les clubs. On a évoqué le club de Pau au handball, par exemple. Au basket, entre le Paris Basketball, le Limoges, le BCM, l'Élan, tout le monde s'y est mis. Le foot, j'en parle même pas. Ça avait démarré avec le PSG qui a été le premier, le FC Nantes, l'AS Monaco, le LOSC avec MCES, Dijon, Rennes. Bref, tout le monde y est. Ensuite, ça a été les ligues. Tout le monde y est. Je vois que toi aussi, peut-être pas autant. Il y a encore des écarts. Je vois bien ce que tu veux dire. Ensuite, on a eu les ligues, les fédérations maintenant, les fédérations internationales. Et puis, il y a eu le CIO. J'imagine que vous suivez ça quand même soit d'un œil, soit plus que d'un œil. Philippe, juste avant qu'on prenne l'antenne, tu étais en train de me raconter que tu avais discuté avec Kit McConnell encore il n'y a pas longtemps. Donc le CIO qui, depuis 2018, finalement réfléchit aussi à l'e-sport, fait des déclarations publiques en demandant aux fédérations internationales de reprendre le contrôle et la gouvernance des formes virtuelles et électroniques de leur sport et ainsi de suite. Et puis, qui a annoncé un petit peu, sans que personne s'y attende, ces Olympic Virtual Series qui sont clairement orientés vers des sports virtuels, donc vraiment qu'ils soient physiques ou non physiques. Les 5 premières disciplines ont été donc la voile, le baseball, l'aviron, les sports mécaniques et j'oublie un 5e, le vélo, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il en est? Quel est votre regard, vous, par rapport à ça? Je me tourne vers toi, Jean-Pierre, notamment parce que le basket, il y a un jeu qui est déjà là. Dans la déclaration officielle, c'est annoncé que la FIBA n'a pas pu participer à cette première édition, mais il y a 2e édition. Toi, quel regard tu portes sur ça? Est-ce que tu penses que c'est, alors vraiment des avis personnels, c'est une bonne chose? C'est quelque chose dans lequel la Fédé de basket française, elle a un rôle à jouer? Comment ça se passe? Et potentiellement, est-ce que ça va même jusqu'à Paris 2024? C'est quelque chose que vous avez en ligne de mire avec l'e-sport? Moi, je crois que ça a démarré. Ça veut dire que derrière, ça va se faire. Il ne faut pas rêver, le process est engagé. Bon, moi, je souhaite bien évidemment que le basket intègre ça. On a un jeu de qualité. On sait que la NBA quand même pèse sur le basket traditionnel, y compris au sein du CIO. On peut imaginer que la déclinaison du jeu virtuel puisse se faire aussi. Moi, je crois que ça va se faire. Bon, c'est un moyen aussi pour le CIO peut-être de s'ouvrir vers d'autres marchés, parce que bon, il y a quand même aussi la volonté de financer les affaires. C'est vrai que le CIO a demandé aux fédérations internationales de remaîtriser les affaires. Moi, je l'ai vu très très vite puisque je suis au bord de la FIBA. Donc, et c'est pour ça que la FIBA s'est très très vite rapprochée de la NBA au travers de Tuca et qui maîtrise le développement planétaire de tout ça. Donc moi j'y crois. Après, aujourd'hui on ne fait que subir. Moi on n'est pas concerné, je pense, les fédérations nationales. Sur les comités olympiques, il faut qu'on se pose la question. Aujourd'hui, on le sait, c'est pas le CNO et c'est pas le ministère des Sports qui gère l'e-sport. Donc là, il y a peut-être des choses à réguler par la suite. Par contre, ce qu'il y a de sûr, et je reviens sur le premier débat qu'on avait eu ensemble, Nicolas, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est comment on peut vous aider, vous, demain, à traiter quelques dossiers qu'on connaît, nous, sur le champ de la performance en particulier. L'encadrement vers le très haut niveau, donc la formation des vrais experts de la performance, et puis ensuite les problèmes liés au dopage et les problèmes liés, je dirais, à tout ça. Ce qu'on connaît, nous, je dirais, je ne dis pas qu'on excelle dedans, mais globalement, on sait ce que c'est, on combat tous les jours. Donc là, il y a une vraie valeur ajoutée pour que demain, si effectivement ça devient un sport olympique, on puisse imaginer que l'équipe de France olympique de sport virtuel, on puisse la préparer ensemble, parce qu'on aura gagné du temps. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça serait fantastique, vraiment, je crois que ça serait fantastique. Puis ça rejoint ce que disait Philippe et Loïc sur cette question de la formation et de ce que vous pouvez apporter. Vous, au niveau de la Fédé de hand, vous regardez ça, tu allais me dire, tu discutais encore avec Kit McConnell, quel est le regard que tu portes là-dessus, toi, Philippe? C'est une discussion qu'on a eue et qu'on a de manière permanente avec Tony Estanguet, avec Kit McConnell.
Moi, je crois beaucoup à ce qu'a dit Jean-Pierre sur la maîtrise des fédérations et des acteurs fédéraux. On se bat beaucoup avec Jean-Pierre en ce moment pour que ce truc-là soit under control et que ça ne parte pas de tous les côtés. De la même manière, on puisse espérer que France eSport dispose de plus de moyens et soit une organisation structurante et qui agrège les acteurs, qui pourrait faciliter l'éthique et le développement des produits. Donc oui, les propriétés des fédés, oui à la maîtrise des outils. Après, très honnêtement, et ça a fait l'objet de débats entre nous à la Fédé, et c'est Loïc qui a tranché à la fin, nous disant, écoutez les gars, si vous voulez aller dans une direction, gagnez du temps, ne perdez pas un temps infini avec le contrôle du gaming, parce que, encore une fois, moi je ne crois pas qu'on puisse, et j'ai bien compris ça, qu'on puisse fabriquer un monde contre la demande des acteurs. Et quelle est la demande massive des acteurs ? Elle est certes de faire un travail de gaming parce qu'on peut le développer, le CIO, mais on ne va pas, à mon sens, mais c'est peut-être un risque stratégique, créer une demande qui n'existe pas parce qu'on aura dit que le CIO va fabriquer un logiciel de voile ou qu'on se sera mis d'accord avec des éditeurs pour que le jeu de basket ou le jeu de handball il soit aussi aux Jeux Olympiques. C'est difficile de créer un marché contre la demande des acteurs. Et quelle est la demande des acteurs ? Je pense que les chiffres que tu nous avais montrés, Nicolas, sont très très clairs. Et c'est pour ça qu'on a choisi, nous, cette stratégie, je dirais, plus e-sport que gaming, même si le gaming est très important. C'est plutôt l'idée de dire, allons dans le sens de la demande des acteurs, rapprochons les communautés. Donc, peut-être que le CIO va aller dans cette direction en pensant qu'il va tout contrôler, qu'on va fabriquer 35 jeux de 35 sports olympiques, comme ça. Il y a peut-être là un côté un peu virtuel d'analyse de la demande et du marché sur lequel il faut être prudent. Des grands sports comme le basket, et grâce à l'image de la NBA, d'autres acteurs, comme des mondiaux, des grands sports comme le foot peuvent peut-être se le permettre. Je ne suis pas persuadé que les transports olympiques soient en capacité de créer ça. Donc peut-être que nous, Fédération sportive, on a aussi intérêt surtout à s'intéresser aux e-sportifs. Voilà, c'est un parti pris un peu curieux, mais... Je trouve que c'est un parti pris très lucide, surtout très honnêtement, et je le trouve hyper intéressant. Vous, du côté de la LFP, même question un peu, enfin même question, ça c'est sûr, et puis le même regard un peu que pour le basket, c'est-à-dire que sur ces OVS, s'il y avait bien deux, on va dire, disciplines de simulation de sport qui étaient hyper légitimes de base, c'était bien le football virtuel et le basket virtuel, quoi, parce que c'est certainement les deux activités qui réunissent le plus de compétiteurs. Vous en faites pas partie. Quel regard vous portez par rapport à ça, justement ? Alors, on est moins impacté directement en tant que ligue et c'est probablement plus la fédération qui aura un regard. Après, moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est la démarche du CIO, d'essayer de poser des bases, d'essayer de construire. De toute façon, on voit que l'e-sport aujourd'hui, c'est beaucoup de test and learn. Hein. C'est beaucoup de situations qu'on met en place. On essaye de poser les bases de quelque chose. Après, on l'a dit tout à l'heure, l'e-sport va tellement vite que parler d'ores et déjà maintenant de compétition sur des jeux en 2028, j'ai un peu de mal à imaginer comment ça va se mettre en place parce qu'un jeu aujourd'hui qui serait évident, est-ce qu'il existera encore en 2028 ? Est-ce qu'il aura encore une audience ? Est-ce qu'il aura encore une communauté ? C'est là où j'ai un peu de mal, moi à titre personnel, à me projeter sur cette vision-là. Mais je la trouve intéressante parce qu'effectivement, il y a une communauté qui demande des choses, il y a une attente du public, il y a des mises en relation évidentes de public, de pratique. Maintenant, je suis très curieux de voir comment ça va se mettre en place parce que c'est pas évident. Et voilà, et que le CIO est une grosse machine, les Jeux Olympiques, c'est une grosse machine aussi, qui se prépare très en amont, là où j'ai l'impression qu'on est encore dans l'e-sport un peu plus en réaction qu'en anticipation. Mais peut-être que ça va évoluer. Je crois qu'on attend tous de voir. On vient de me faire signe qu'on a rapproché très, très vite de la fin, mais ce qui prouve que finalement c'est hyper intéressant tout ce qu'on se raconte. J'ai finalement une dernière question à laquelle je vais tous vous soumettre, je vais vous la soumettre à tous les quatre, et il faudra être court malheureusement. Mais en gros, c'est quelles sont vos ambitions futures avec les produits que vous êtes en train de développer ou des choses qui n'ont pas été, sans dire qu'il faut nous donner nous teaser, il vaut mieux nous teaser sans nous donner des exclusivités, mais au moins nous teaser un petit peu. Quelles sont vos ambitions sur les différents produits que vous êtes en train de développer ou les projets que vous allez développer à l'avenir ? Peut-être on peut reprendre avec toi, Jean-Pierre, sur la Fédé de basket. Moi, je vais dire simplement, on va agrandir la communauté autour de nos offres de pratiques. On a des pratiques compétitives réelles, matérielles, et puis demain, on aura des pratiques compétitives virtuelles.
Donc nous, c'est grandir la communauté, au travers de la communauté, c'est le business qu'il y a derrière aussi, voilà, c'est tout. Rapide, succinct, j'adore, c'est fantastique. Philippe, Loïc, qu'est-ce qu'il en est, Philippe? Vous, c'est Oui, quoi? Loïc, les trois directions que tu imagines, après je dirais juste un mot sur... Globalement, avoir un diplôme qui tournerait autour du monde de l'e-sport, qui serait un diplôme d'État reconnu d'ici, disons, début d'année prochaine, fin d'année prochaine. Accueillir l'un des, si ce n'est le plus gros major français en termes d'e-sport, notamment sur les jeux de combat, à la Maison de Juan si on y arrive. Et ce serait déjà bien. Oh, ça c'est une exclue, ça. Ça c'est une vraie exclue. C'est l'objectif, mais on y bosse. Moi, quand j'étais en train de rédiger mon projet politique pour la Fédération française de handball, je demandais à mon fils qu'est-ce qu'on pourrait écrire sur l'e-sport, ça me paraît intéressant. Il m'a dit, papa, ton vieux sport est mort. Dépêche-toi d'aller travailler avec les vrais sportifs, les e-sportifs. Voilà, c'est le drame d'un président de fédération. C'est à nuancer, je crois. En tout cas, c'est mon avis. Mais il y a un avenir, c'est évident, quoi. Au niveau de la LFP, justement, quelles sont vos ambitions avec ce nouveau produit, entre autres, quoi? L'objectif, c'est de continuer à répondre aux demandes de la communauté, aux demandes des clubs qui ont besoin aussi de ces outils pour se développer. On l'a dit aussi, générer des opportunités de business pour les clubs, hein, parce que c'est quand même notre mission numéro 1, c'est de les accompagner dans ce développement-là. Et puis voilà, continuer cette expansion, continuer ce mélange des communautés, parce qu'il peut apporter à tout le monde et il peut créer du lien et de l'intérêt pour tout le monde. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je tiens vraiment énormément à vous remercier déjà pour votre transparence, votre honnêteté, votre disponibilité. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, déjà individuellement, mais alors là, de tous vous avoir ensemble, c'était vraiment extrêmement plaisant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses hyper riches qui ont été présentées et vraiment, encore une fois, mille merci pour votre transparence. Donc je rappelle, Jean-Pierre Ciutat, président de la Fédération française de basketball, Philippe Bana, président de la Fédération française de handball, Loïc Bana, responsable des stratégies centrées sur l'e-sport au sein de la Fédé, et puis Sébastien Vandamme, qui est directeur des partenariats au sein de la LFP et responsable du développement de tous les projets e-sportifs au sein de la LFP. Messieurs, encore mille merci, et puis au plaisir de vous recroiser en présentiel très bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. À bientôt, Nicolas. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Voilà. Ainsi se termine cette 3e édition des Poitiers eSport Meeting. Voilà, c'est une bien belle édition. Il y a eu pas mal d'interviews, il y a eu de belles tables rondes, vraiment une belle grosse édition. Et pour finaliser ça, je suis toujours, encore et toujours, j'ai envie de te dire, avec Désiré. Désiré, alors ? Oui, je vais finir par te piquer ta place. Donc non, mais je te donne ma veste. Hein. Je te l'ai dit, je te donnerai ma veste à la fin de cette journée. Oui. Non, grosse journée, bien riche. Beaucoup d'infos intéressantes, voire d'exclus, là, comme on vient de l'entendre là. Donc à refaire, quoi, à reconduire, bien sûr. Et puis surtout, un peu d'espoir, hein, quand on écoute un peu tout ce qui s'est dit tout au long de la journée. On sent bien que au final, c'est bien le verre à moitié plein qui a l'air d'être retenu par tous les participants. Et j'espère que cette opportunité, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est plus de 170 personnes qui étaient inscrites, 125 structures et plus de 1000 rendez-vous, près de 1000 rendez-vous qui ont été c'est un record battu ou pas? Ah oui, largement. D'accord. Largement, record battu. Donc c'est hyper positif. J'ai eu l'occasion moi-même de faire quelques rendez-vous et on sent vraiment une vraie motivation pour reprendre à la rentrée en septembre, voire en 2022, plus belle que jamais. Donc c'est beaucoup d'espoir. On l'espère tous. On espère retrouver le public, retrouver les joueurs, retrouver la scène. C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. On croise les doigts. En tout cas, il n'y a pas de problème. Désiré, c'est terminé pour les Poitiers eSport Meeting. Mais là, à partir de samedi 5 et 6 juin, qu'est-ce qui se passe ? Alors, 5 et 6 juin, donc c'est la Gamers Assembly Summer Edition, ici même sur le plateau de Chauvigny, d'ailleurs, qu'on remercie énormément. Hein, la ville de Chauvigny a accepté d'accueillir cet événement. Et puis, voilà, de la compétition, des animations, quelques surprises.
je vous préconise d'être là samedi et dimanche. Oh. On va avoir de belles surprises. Même moi, il y a des choses que je ne sais pas. Oui, c'est sûr. On ne te dit jamais tout, c'est bien, frère. Tu me teases tellement. Ça, c'est parce que tu veux lire la surprise sur mon visage. Oui, puis la pression aussi. Attention à ce que tu vas faire quand même. Attention à ce que tu vas faire. Donc un super week-end en perspective. Alors. Vraiment. Un week-end de fête, encore une fois, pour cette donc Gamers Assembly le 5 et 6 juin, l'édition, la Summer édition. On rappelle que le 6 et 7 novembre, il y aura aussi l'édition Halloween. Absolument. Pareil, alors à Saint-Benoît. Sans public, pareil, ça sera une édition online à Saint-Benoît. 3 Gamers Assembly en une année, c'est pas mal quand même. C'est un beau cadeau quand même. Il fallait se rattraper de ne pas avoir pu proposer une belle GA comme d'habitude. Donc j'espère que les fans et les joueurs seront satisfaits de ce petit bonus. Vous vous êtes bien rattrapés. De toute façon, on se retrouvera en 2022, je vous l'ai dit, avec cette fois tous ensemble, un gros public et autres. Ça sera la fête. Ça sera la fête encore plus, on va dire. Merci beaucoup, Désiré. Merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci à la logistique. Merci à la commu. Merci à tous les intervenants qui ont été ici, les élus et autres. Merci au maire de Chevigny de nous avoir accueillis dans sa belle bourgade, j'ai envie de vous dire. Grand Poitiers, Francis Sport. Il y en a tellement en fait. Désiré, tu les connais tous, tu peux les citer comme ça. Cet homme a une plus grande mémoire que moi, c'est fantastique. Merci beaucoup. On vous souhaite une très très bonne soirée. On se donne rendez-vous l'année prochaine, encore une fois, pour une 4e édition des Poitiers eSport Meeting et aussi ce week-end pour l'édition Summer de la Gamers Assembly. À ce week-end, à samedi. Des bises.